chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Les crimes organisés. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à acheter les RCFM pour suivre en notre compagnie ce nouveau contraste élaboré avec Corse Matin. Jamais une élection présidentielle ne s'est déroulée dans un tel climat d'incertitude et d'inquiétude où les coups d'éclat succèdent aux coups de communication, où la déstabilisation est générale, à droite comme à gauche, sans que le débat politique, lui, y trouve son compte. Un débat confisqué par la situation de la droite, certes, mais aussi par l'hystérisation, non pas des thèmes de campagne, mais du clivage élite-peuple qui se transforme en contestation de l'ensemble des institutions, bien au-delà de la politique. Dans ce contexte difficile, il faut donc revenir au fond et renouer avec les idées et le programme. Et c'est ce que nous allons tenter de faire avec notre invité du jour, qui est Jacques Casamarta, représentant de la France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle. Jacques Casamarta, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, vous êtes un ancien membre du Parti communiste que vous avez quitté. Vous êtes investi depuis surtout dans des missions humanitaires avec l'association Père Abadj. Et puis vous avez décidé de replonger en participant à cette campagne. Alors nous parlerons donc de la démarche de Jean-Luc Mélenchon, de son positionnement, y compris à l'égard de la Corse, ainsi que des problématiques insulaires. Roger Antèche de Corse Matin, que je salue, bonsoir. et Jérôme Sozini de RCFM. Bonsoir Jérôme. Vous interrogerons durant cette émission. Mais avant d'entamer notre discussion sur le fond, un mot sur cette campagne qui est quand même assez surréaliste, il faut le dire. D'abord sur l'affaire Fillon. Il aurait dû renoncer, selon vous? Écoutez, je pense que l'affaire Fillon, elle traduit, et vous l'avez dit au tout départ, elle traduit un malaise très très fort dans la société aujourd'hui française. Et je crois en effet que cette élection présidentielle est marquée, et c'est pas seulement l'affaire Fillon, mais ça va beaucoup plus loin. Elle est marquée par toutes ces affaires qui ont gangréné, je crois, le débat démocratique depuis très longtemps. Et je crois que c'est d'ailleurs, M. Antèche, ce matin, en parle dans le magazine Zetiman. Je crois que quelque part, on a confisqué à travers la primaire, notamment, on a confisqué cette élection présidentielle au peuple parce qu'il n'y a pas véritablement de débat et on le voit bien. Mais c'est les primaires ou est-ce que c'est ces affaires politico-financières? C'est un ensemble. Je crois que les affaires politico-financières depuis très longtemps, et je ne remonterai pas, mais on va simplement remonter dans la dernière période avec l'affaire Cahuzac qui a été terrible, hein, parce qu'on s'aperçoit là qu'il y a quand même une caste qui profite de la situation. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon a tout à fait raison de dire que la Ve République a vécu. Je crois que cette République monarchique montre les limites, justement, et en particulier les limites d'un point de vue de la démocratie. Il faut commencer à réfléchir à une autre République, la Sixième République, et il faudra la faire non pas avec des technocrates, non pas avec des politiques, non pas avec ceux qui ont... Mais en quoi elle serait le garantie, écoutez, en particulier sur le plan de l'éthique? Parce que des lois, il y en a eu beaucoup. Sur le plan de l'éthique, déjà, je vais vous dire, il y a une chose qu'il faudrait peut-être rétablir très rapidement, c'est la proportionnelle, même s'il faut voir le dosage sur la proportionnelle. Mais ensuite, il y a une chose qui pourrait être faite, c'est le non-cumul des mandats. Et puis peut-être aussi, et en tout cas la Sixième République que nous proposons, c'est une République qui justement prendra en compte cette dimension-là par rapport à le non-cumul des mandats et puis un mandat que l'on pourra exercer dans le temps, nous considérons 2 fois par exemple. On va en parler, mais avant ça, l'actualité, c'était lundi dernier en Corse, Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste était dans l'île, à Bastia, visite éclair quand même. Hein. Hamon, c'est l'aile gauche du Parti Socialiste, celle dont vous êtes le plus proche a priori, et pourtant votre candidat a refusé l'union. Pour quelle raison? D'abord, je voudrais dire que Jean-Luc Mélenchon n'a pas refusé l'union. Jean-Luc Mélenchon a écrit un courrier à Benoît Hamon et on n'a pas eu de réponse écrite. Benoît Hamon, bien entendu, a fait une proposition de rencontre. Il y a eu cette rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, mais je serais tenté de dire que la question... elle ne se pose pas en termes d'alliance aujourd'hui. Pourquoi? Je vais essayer de m'expliquer. Arithmétiquement, en effet, lorsqu'on regarde les sondages, qui à mon avis ne sont pas tout à fait justes, arithmétiquement, en effet, il y a possibilité de rassemblement. Mais la question fondamentale, c'est pas de savoir si on peut rajouter 13 et 14 ou 12 et 13. La question fondamentale, c'est de savoir si politiquement c'est possible.
Et donc, il y a à réfléchir sérieusement sur les programmes et des uns et des autres. Et il y a quand même si hier soir, avant-hier soir, Hamon a atténué son programme et a récupéré quelques propositions qui ont été formulées par Hamon, fondamentalement, il y a des divergences de fond aujourd'hui, et ces divergences de fond, elles sont surtout, les divergences de fond, je vais vous dire, c'est entre ceux qui veulent rompre avec le libéralisme, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, et ceux qui veulent continuer dans ce cadre qui est imparti, et en particulier le cadre européen, c'est-à-dire les traités européens, qu'il faut renégocier, parce qu'il n'y a pas de politique possible si on ne sort pas. C'est la condition sine qua non pour vous, un rapprochement. Bon, on ne va pas parler de second tour, hein, mais un rapprochement, il aurait pu se faire à cette condition-là, le rabotage de ce qui existe au niveau de l'Europe, entre Hamon et Mélenchon. On ne pourra pas faire de politique progressiste si on ne renégocie pas les traités européens, c'est essentiel, parce qu'ils proposent de toute façon, dans le cadre de sa politique de marché, de la libéralisation de l'économie, il propose la concurrence, il propose la confrontation partout et pas les coopérations. Il faut qu'on sorte de ces traités européens parce qu'ils proposent l'austérité. L'austérité toujours pour les mêmes. Donc c'est très important, c'est très important de pouvoir justement aujourd'hui se situer par rapport à ces grands enjeux, ces grandes questions. C'est une différence fondamentale entre Jean-Luc Mélenchon... En vous écoutant, j'ai le sentiment que c'est une élection pour rien, parce que seul, que ce soit Mélenchon ou que ce soit Hamon, les difficultés seront grandes pour accéder au second tour et pour remporter sans doute cette présidentielle. Or, pour mettre en place les politiques dont vous parlez, il y a quand même l'obstacle majeur de gagner qu'il faut renverser. Donc vous n'êtes pas là pour gagner cette élection. Ah non, vous vous trompez. On est là pour gagner cette élection, justement. Et d'ailleurs, si vous permettez, je vais simplement faire un petit rappel très rapide. En 2012, c'est il y a 5 ans. Et il y avait François Hollande et il y avait Jean-Luc Mélenchon. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui le Parti socialiste a perdu un peu plus de la moitié de son électorat. Jean-Luc Mélenchon, y compris dans les sondages, il se trouve pratiquement au niveau où il était en 2012. Et vous l'avez vu, les sondages d'ailleurs en parlent, il y a actuellement pratiquement un électeur sur 2 en France, et je pense que c'est aussi le cas en Corse, qui ne sait pas encore pour qui il va voter. Vous voyez, il y a une crise de la représentation politique qui est très très importante. Et Jean-Luc Mélenchon, on ne s'adresse pas forcément à l'électorat du Parti socialiste. On s'adresse à cet électorat qui aujourd'hui se trouve dans une situation où ils disent sont tous les mêmes. Et on dit non. Il y a des programmes... Une crise de la représentation, vous dites, des candidatures, lui-même est un candidat. La responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les hommes et les femmes qui ont fait la politique depuis des années, y compris Jean-Luc Mélenchon. Vous avez tout à fait raison. Mélenchon. Sauf que, attendez, Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste il y a déjà un peu plus de 10 ans. Il a eu au moins le courage, parce qu'il avait une place qui lui permettait de pouvoir continuer au sein même du parti socialiste. Je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas poser la question comme vous la posez, parce que la gauche que je représente aujourd'hui, qui est une gauche citoyenne, associative, sociale, parce que le social, il faut quand même qu'on en parle, hein, cette gauche-là, elle n'a pas assumé le pouvoir. Écoutez, je vais quand même vous dire une chose, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'a pas pu être candidat en 1981. Et qu'aux élections législatives qui ont suivi, il a fait 0,35% des voix. Comment vous expliquez qu'entre eux, et on a parlé du plan de rigueur en 1983, comment vous expliquez qu'en 1986, aux élections législatives qui suivent, il fait près de 10%. Et comment vous expliquez qu'aux élections de 1995, il fait 15 et quelques %. Et comment vous expliquez que Marine Le Pen, qui était candidate en 2012, elle fait 17% et elle est créditée de 27%? Mais moi, je vais vous répondre. C'est l'électorat de gauche, c'est l'électorat populaire, c'est les gens qui souffrent, qui aujourd'hui ne comprennent plus. Et c'est la raison pour laquelle ils ne vont pas vers vous. Aux gens, ne vous trompez pas de colère. Ne vous trompez pas de colère. Ils vont du côté de Le Pen, ils ne vont pas vers vous. Ben, écoutez, ça n'était pas le cas il y a 5 ans, et ça n'a pas l'air d'être le cas aujourd'hui, si on suit au sondage. Mais vous savez que dans la société, le droit de savoir, et je pense que le poids médiatique, il faut quand même qu'on en parle, le poids médiatique, le droit de savoir n'est pas tout à fait respecté aujourd'hui pour tous les citoyens. Donc je pense que c'est important.
simplement... Il n'y a pas un problème avec votre candidat aussi, Jean-Luc Mélenchon. L'un rejoignant l'autre, d'ailleurs. Problème d'ego de Mélenchon, on dit qu'il n'a pas été reconnu par le Parti socialiste. Je parle de ça parce que la présidentielle, c'est aussi un candidat, un homme. Oui, vous avez Il tout à n'a fait pas raison. été reconnu par le Parti socialiste durant des années, d'où sa rupture. Et puis aussi le fait de vouloir récupérer ce qui va rester du Parti socialiste après l'élection présidentielle. Bah, écoutez... Est-ce que ce n'est pas une démarche plutôt dans ce sens-là, plutôt vers une victoire? Non, je ne pense pas qu'on soit là à réagir en fonction du Parti socialiste. Vous voyez, je vais vous dire une chose. La gauche du XXe siècle, elle a vécu. L'union de la gauche plurielle, c'est terminé. Je crois qu'il faut réinventer la gauche du XXIe siècle. Et cette gauche du XXIe siècle, vous voyez, c'est une gauche qui va être avant tout et sociale et écologique. La transformation de la société d'un point de vue social et écologique est essentielle. Et c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi, permettez-moi, si vous permettez, je veux juste terminer là-dessus. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui arrive, grâce aux réseaux sociaux en particulier et à sa chaîne YouTube, puisque vous savez qu'il y a 280 000 personnes qui sont aujourd'hui, qui se sont abonnées à cette chaîne. Pourquoi pensez-vous qu'on arrive justement à avoir ce discours dans la société on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Tout simplement parce qu'il pose ces questions fondamentales. Écoutez, ça rejoint la question des droits humains et de notre droit collectif. Vous parlez de nouveaux comportements en politique. Ceux de Mélenchon dans cette campagne, ils paraissent quand même datés. Je parle notamment du soutien du Parti communiste aujourd'hui. Mélenchon l'a souhaité. Oui. Contre l'état-major, c'est les militants qui ont dit oui au PC pour se rallier à Mélenchon. Et aujourd'hui, on voit qu'on est sur les mêmes recettes finalement, puisque ce PC aujourd'hui, les relations avec Mélenchon sont compliquées. Je crois d'ailleurs que les parrainages sont bloqués jusqu'à demain lundi. Il n'y a pas tout à fait le compte aujourd'hui pour Mélenchon. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas être candidat si le PC ne donne pas le feu vert à ses élus pour donner les parrainages. Donc il y a des discussions. On est sur les mêmes bases quand même de ce que vous avez appelé la gauche plurielle. C'est-à-dire qu'on discute, on négocie, ça se joue parfois sur des circonscriptions ou autres. Et vous êtes encore dans ce schéma-là. Jean-Luc Mélenchon est encore dans ce schéma-là, quoi qu'il en soit. Et il est l'héritier aussi de ce schéma-là. Il a été ministre, sénateur, installé dans la Ve République avant de vouloir aujourd'hui la démonter. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison et je vous remercie de votre question justement. Parce que d'abord, la question des parrainages n'est pas un souci pour nous, même si je sais qu'en effet, le Parti communiste a bloqué quelques parrainages, mais je voudrais dire qu'il y a de nombreux maires communistes, élus communistes, à commencer par Marie-Georges Buffet, qui ont déjà apporté leur soutien à Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez, les parrainages, c'est réglé. Il y a déjà un peu plus de 503 parrainages qui ont été recensés. Mais c'est surtout la difficulté des rapports avec le PS, difficulté des rapports avec le Parti communiste. Mais vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison, mais tout simplement parce que la gauche du XXIe siècle, celle qu'on est en train de construire aujourd'hui, qui est une gauche avant tout citoyenne, n'a pas grand-chose à voir avec la gauche du XXe siècle, qui est une gauche, et d'ailleurs le Parti communiste a quelques difficultés à sortir de cette gauche. Il est encore dans l'idée, il est encore sur l'idée qu'il faut des négociations avec la gauche plurielle et en particulier avec le Parti socialiste, mais on ne désespère pas. Il y a les législatives après. On pense qu'il va y avoir des évolutions. Vous savez, j'ai failli être candidat aux élections territoriales. Et je vais vous dire, aux élections territoriales, d'il y a 1 an et demi, c'est lorsqu'on a vu, en particulier dans le monde associatif, qu'il y avait encore, alors qu'on savait déjà qu'il y avait 13 listes ou 12 listes en présence, qu'il y avait presque un électeur sur 2 qui ne savait pas encore exactement comment il allait se positionner. Malheureusement, on n'y a pas réussi. Mais on n'est pas allé sur une liste avec Paul Jacobi. Parce que déjà à ce moment-là, cette gauche-là, qui est une gauche citoyenne, elle se pose en termes de rupture. C'est-à-dire qu'elle veut rompre avec le social-libéralisme qui est porté par le Parti socialiste ou le libéralisme par la droite. Vous voyez, donc c'est important. On a parlé tout à l'heure de votre passé de militant communiste. Moi, je vous pose la question, et il y a quelques jours de cela, sur ce plateau, Michel Stéphanie, on lui disait, aujourd'hui, le communisme, il a peut-être un problème de lisibilité. Est-ce que vous, qui étiez, ou qui êtes certainement dans l'âme aussi encore aujourd'hui communiste, vous ne considérez pas que cette notion de front de gauche a tout, finalement, tout pas perverti, mais tout flouté, en quelque sorte, sur cette nécessité, vous dites, de clairvoyance, d'identification des choses? Ben oui, c'est la raison pour laquelle le Front de gauche est mort. Vous savez, nous, on a proposé au Parti communiste
de se rassembler aux Jean-Luc élections Mélenchon n'est pas municipales, le candidat aux du Front élections de gauche, alors. Mais Jean-Luc Mélenchon, il est avant tout le candidat de la France insoumise. Vous voyez, mais bien sûr que dans la France insoumise, il y a des gens comme moi qui militent avec Clémentine Autain au sein d'un mouvement qui s'appelle Ensemble, qui est plus un mouvement associatif. Il y a des gens comme Marie-Georges Buffet qui est les communistes insoumis. Il y a un rassemblement de tout ça. Jean-Luc Mélenchon, il y a le parti de gauche. Jean-Luc Mélenchon, bien sûr qu'il fait partie aussi du Front de gauche. Mais la candidature pour cette élection présidentielle, c'est bien la candidature dans le cadre de la France insoumise. Et ça, c'est important. Et insoumis, ça veut dire quelque chose. Vous voyez, ça a un sens. Justement, un sens populaire très fort. Le sens de la candidature. Démarche, elle est revendiquée, souverainiste, protectionniste, et puis on peut utiliser aussi le thème par certains, peut-être quelques relents populistes aussi, les attaques contre le système, dont il est issu quand même, contre la presse, même si c'est un peu calmé ces derniers temps, mais aussi contre l'Europe. Alors l'Europe actuelle, certes, est-ce que vous ne voyez pas quand même que cette démarche, elle est quand même assez connotée, et par certains côtés, elle ressemble au programme du Front National? Absolument pas. Si vous préférez, un certain nombre de propositions qui sont, on va faire un peu d'histoire. qui sont semblables. Écoutez, si vous me dites que s'occuper du social, non, je veux pas. Non, mais attendez, parce que le fond du problème, c'est que vous savez que dans l'histoire, et dans l'histoire, on ne va pas remonter des siècles en arrière, mais dans l'histoire de France, en remontant, on sait très bien que l'extrême droite, extrêmement dangereuse, le fascisme, pour dire la vérité, a toujours eu un discours, parce qu'il sait très bien que pour pouvoir avoir le accès au pouvoir, il a besoin d'avoir un discours populiste, et il a besoin d'essayer de faire croire que socialement il va changer les choses. Donc vous savez, sur l'Europe, par exemple, vous la position. Écoutez, alors je vais vous dire, vous une différence n'excluez pas la sortie de l'Europe. Non, il y a une différence fondamentale entre la position de Marine Le Pen, qui veut quitter l'Europe, et la position de Jean-Luc Mélenchon. Il n'exclut pas de la quitter. Non, et je vais vous dire pourquoi. C'est ce qui est écrit. Et je vais vous dire pourquoi. S'il n'y a pas de renégociation des traités. Marine Le Pen ne veut pas quitter l'Europe. Je vais être clair là-dessus. Je pense qu'on ne quittera pas l'Europe. Et je vais vous dire pourquoi on ne quittera pas l'Europe. Actuellement, on va droit dans le mur. Je pense qu'on va avoir la montée des extrêmes droites partout en Europe. Parce que l'Europe qui se construit est une Europe du capital. Est une Europe du libéralisme. Et le libéralisme, ça ne veut pas dire liberté. Ça veut dire liberté pour certains dans l'enrichissement, et c'est la pauvreté pour la grande masse. Il faut casser, laissez-moi terminer, parce que ça me semble important. Mais est-ce qu'il faut la quitter? Alors, mais justement, j'y viens. Il faut renégocier les traités européens, qui ne sont en fin de compte que des politiques d'austérité. C'est pas acceptable. Mais si vous n'y arrivez pas, François Hollande a abandonné de suite sur l'idée de renégocier. La France, dans l'Europe, est un grand pays. Elle représente 17% du PIB, c'est pas la Grèce, avec ses 2%. Je pense que Syriza, Tsipras a eu du mal. D'abord parce qu'il n'y a pas eu la solidarité, en particulier des gauches en Europe, et en particulier de François Hollande, qui avait dit, avant l'élection présidentielle, qui avait annoncé qu'il allait combattre la finance, et il s'est ensuite calé sur les positions de l'Allemagne et de Merkel. C'est inacceptable. Donc la France, avec ses 17% du PIB, avec ses 21 milliards quand même, je rappelle que la France elle met 21 milliards dans l'Europe, et qu'elle en récupère un peu plus de 15. Mais la France, elle a des moyens de négocier que n'avait pas la Grèce. Et donc, qu'est-ce qu'on va proposer, si vous permettez? On va proposer, contrairement au Front National, de renégocier les traités européens, d'avoir des traités européens qui permettent l'harmonisation sociale et fiscale. Mais vous savez, si on n'y arrive pas, je plains le peuple. Et je plains les peuples d'Europe. Parce qu'il y aura la montée des extrêmes droites partout en Europe. C'est ce qui se passe déjà actuellement. Parce qu'on sait très bien que le terreau du Front National... En France, il y a la montée de l'extrême droite. Des extrêmes droites et aussi, en quelque sorte, entre guillemets, des insoumis un peu de partout aussi. L'exemple de l'Espagne. Ce sont des mouvements, effectivement, on peut parler de mouvements populistes. C'est pas des mouvements populistes. D'abord, il faut s'entendre. Vous voyez, dans le choix des mots, il faut faire très attention. Populistes par ici, populaires par là peut-être, qui partent en tous les cas, qui partent du peuple. En quoi le changement de République pourrait changer les choses? Vous avez dit tout à l'heure, en matière d'honnêteté, je ne sais pas si l'honnêteté se décrète selon le régime de la République. En tous les cas, en quoi le changement de République peut faire avancer les choses en ce qui concerne la notion de territoire? On ne sait absolument pas. Vous parlez effectivement de la nécessité de changer la République, Jean-Luc Mélenchon dans son programme. Sur la notion de territoire, qui est quand même chère à la Corse, oui. Il y a manque d'éligibilité. Je vais vous répondre. C'est une très bonne question. Il n'y a pas un mot dans le programme. Ah non, il n'y a pas un mot dans le programme, mais on est en train d'y travailler sérieusement et vous serez surpris dans pas très longtemps, justement, parce que, si vous préférez, la notion de peuple corse,
c'est depuis 1981 qu'on en parle. Tout dernièrement, il y a eu des débats sur le statut de résident. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, bloque la situation? Ben, je vais vous dire, ce qui bloque, c'est le Conseil constitutionnel. Et y compris lorsqu'on écoute François Hollande, attendez, bien sûr, mais l'Europe aussi, mais bien sûr. Mais lorsqu'on écoute François Hollande et qu'à 3 reprises, tout dernièrement, la semaine dernière, à l'Assemblée de Corse, il fait allusion justement à ces concepts-là. Mais je me dis, mais c'est depuis 1981. La différence, c'est qu'avec Jean-Luc Mélenchon, la réécriture de la Constitution, la constitutionnalité, mais laissez-moi terminer, je vous réponds, reconstituer justement une 6e République, qui ne sera pas d'ailleurs, je vous rassure, c'est pas la 6e République qu'a proposé, même si je pense que Hamon, il est très proche de cette idée-là, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, ça sera par tirage au sort, et il y aura une constituante qui va se réunir pendant 2 ans. Et bien moi, je vais vous répondre, pour la Corse, eh bien, il va falloir ouvrir des cahiers de doléances, il va falloir travailler. Et je pense que la Corse doit trouver sa place originale, parce que la Corse a une particularité très importante. Oui, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais fait mystère, c'est tout à fait son droit d'ailleurs, de son jacobinisme. Il se définit comme un jacobin. Est-ce qu'il a évolué sur le dossier et où? Parce que dans le programme que vous distribuez, ou même les tracts, il n'y a jamais un mot sur la Corse. On n'est pas le centre du monde. Je veux bien le reconnaître. Mais il y a des problématiques qui concernent l'ensemble de du pays. Si vous me posez la question, vous voyez, je suis candidat aux élections législatives avec la Corse Insoumise. Et bien entendu, je participe de la campagne avec Jean-Luc Mélenchon, mais je suis pour la défense de la langue corse. Je suis pour que... Lui, il refuse toujours de signer la charte. Mais justement, pas des réponses très courtes. Oui. Sur la langue, par exemple, qu'est-ce que vous allez proposer? Co-officialité, bilinguisme ou tout autre traitement? Le bilinguisme, c'est quelque chose qui me semblerait tout à fait... Sur la collectivité unique, vous allez vers où? Vous la gardez unique, d'abord. Vous êtes élu à la collectivité unique? J'avais personnellement, mais y compris mon mouvement, on avait une appréciation, on a posé beaucoup de questions par rapport à la collectivité unique ou unie aujourd'hui. D'abord, ce qu'il faut dire, écoutez, c'est que cette collectivité unie, elle n'a pas seulement été pensée ici dans l'île parce qu'il faudrait donner un peu plus de décentralisation à la Corse. Moi, je considère que depuis les années 81, on n'a pas fondamentalement eu de décentralisation. On a plutôt eu des déconcentrations de l'État en direction de la Corse. Et vous savez, la collectivité unie, si vous permettez, je réponds à votre question. La collectivité unie, c'est tout simplement l'émanation de la loi NOTRe. Et la loi NOTRe n'est qu'une adaptation française aux lois européennes. Vous voyez, donc, vous allez vers une autonomie de la Corse, c'est ça? Vous êtes autonome? Moi, je suis bien entendu. Je pense que le national, vous voyez, je vais être clair là-dessus. Je pense qu'au niveau national, on doit déléguer au niveau le plus bas ce qui peut être décidé en bas, ce qui peut être réfléchi en bas. C'est très important. Mais je pense qu'il faut aller vers une république autonome et solidaire. C'est incroyable. Vous voyez, c'est très important. Et donc là, si vous permettez, mais c'est important. C'est simplement un constat, Jacques Martin, à chaque fois, je ne sais pas si c'est un studio particulier de cette télévision, mais chaque fois qu'il y a un invité, en tous les cas, chaque fois que je suis présent, on se déclare autonomiste. C'est quoi l'autonomie? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne me déclare pas autonomiste. Oui, je vous dis qu'il faut une France autonome et solidaire, c'est-à-dire autonome, qui permette à chaque région de pouvoir faire des propositions et travailler et prendre des dispositions, et il nous faut en même temps une très forte solidarité. La péréquation nationale, une constituante pour la Corse aussi, alors, vous diriez, vous dites une constituante pour réviser la Constitution vers la 6e République. Une constituante pour le statut de la Corse aussi. Vous regrettez quelque part, comme le communiste, qu'il n'y ait pas eu de référendum ou pas du tout? Moi, je pense qu'il aurait fallu faire un référendum, mais je vais vous dire pourquoi. Il aurait fallu un référendum parce que ça aurait au moins permis de mettre le débat dans la société. Parce que, franchement, vous pensez que les 66 000 personnes, je ne prends que ceux-là, qui se trouvent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, ou les 22 ou 23 000 chômeurs, ils connaissent le contenu de la loi qui va venir. J'ai entendu, on parlait de Hamon qui était à Bastia l'autre jour, on n'a pas encore mis la collectivité unie en place, que déjà on parle du statut qui va venir derrière. Mais on ne fonctionne que comme ça depuis une bonne trentaine d'années en Corse. Il faut commencer à s'atteler à faire travailler les institutions, c'est très important. Et moi, je ne dis qu'une chose, c'est que pour faire travailler les institutions, il nous faut en même temps la solidarité nationale. Il nous faut les péréquations nationales. Si on n'a pas ça, eh bien, on va se trouver confronté à de grandes difficultés. Et l'Europe, si vous permettez, c'est ce qu'elle remet en cause.
C'est ce qui est remis en cause. Vous voyez? Donc je crois que ici, dans cette île aujourd'hui, y compris l'exécutif qui a été élu dernièrement, et je pense que c'est une bonne chose pour le pluralisme, aujourd'hui cet exécutif devrait se poser la question des traités européens. On aura du mal à sortir et à faire d'autres politiques innovantes pour la Corse si on ne casse pas la chape de plomb qui existe actuellement, vous voyez. Et je pense qu'on aurait intérêt, nous, aujourd'hui. Et moi, je tends une main, aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on réfléchisse ce pouvoir là-dessus. politique, le pouvoir nationaliste, donc, se tourne davantage vers l'Europe que vers Paris. Hein, je le fais Justement, remarquer. mais c'est l'erreur qu'il est en train de faire. C'est donc qu'il se sent à l'aise dans ces traités européens. C'est une erreur qu'il est en train de faire. C'est pour ça que j'en profite, ça répond en même temps à votre question. Bien entendu que je suis pour l'autogestion. Je pense qu'il y a une politique autogestionnaire à mettre en place. Mais ce n'est pas le cas depuis une bonne vingtaine d'années. Ça ne veut pas dire, parce que moi je suis même, je vous le dis, pour le droit à l'autodétermination, la reconnaissance du droit à l'autodétermination, qui existe. On n'a pas à la réclamer d'ailleurs, parce que ça existe depuis les années 60. La France a ratifié les accords internationaux. C'est une question majoritaire. Mais vous savez, je reconnais le droit au divorce, mais je ne suis pas forcément pour le divorce. Vous voyez, je préfère le dire comme ça. Je suis dans le cadre d'une politique autonome et solidaire. Ce qu'elle n'a pas reconnu, ce qu'elle n'a pas ratifié, c'est la Charte européenne des langues minoritaires. Jean-Luc Mélenchon s'est toujours opposé à cette ratification. Ce n'est pas une révolution, la ratification de la Charte. Hein. Il est toujours opposé aujourd'hui encore. Écoutez, d'abord, je crois que c'est un débat qui est très largement dépassé. Là, c'est une sixième République qui ressemble à la première. Nous sommes un peu plus loin aujourd'hui sur la Corse. Nous sommes allés même plus loin que la Charte des langues et des cultures minoritaires. Jean-Luc Mélenchon, quand vous parlez de la Charte des langues et des cultures minoritaires, d'abord, il faudrait, là aussi, que tout le monde sache exactement ce qu'est la Charte des langues et des cultures minoritaires. Parce qu'il y a beaucoup de débats, mais il y a aussi beaucoup de débats superficiels. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est qu'elle soit européenne, cette charte ou quoi? Absolument pas. Je pense que... Non, absolument pas, c'est pas la question. C'est que dans la Charte des langues et des cultures minoritaires, moi, il y a énormément d'articles sur lesquels je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a d'autres articles qui peuvent poser problème, notamment dans le cadre des services publics. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, pas de modification. J'ai pas parlé... écoutez, d'abord la France, elle aurait pu ratifier, puisque c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon n'a aucun pouvoir, donc elle aurait pu le faire. C'est son programme. Elle aurait pu faire. Oui, mais d'accord. Mais moi, je constate qu'on en parle depuis très très longtemps, et les mêmes qui disent il faut le faire ne le font pas. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que oui, alors on a dit qu'il n'avait pas la majorité pour modifier la Constitution. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc Mélenchon est pour le bilinguisme et qu'on considère qu'il faut y mettre. Non, attendez, il faut y mettre pour toutes les langues, toutes ces langues-là, qui font partie du patrimoine universel de l'humanité. Pour moi, demain, je le parle, le corse, je le comprends, ça ne me pose aucun problème. Et je pense qu'il faut, au contraire, et j'essaie de faire en sorte que dans mon entourage, on puisse l'appréhender comme il le faut. Mais je crois qu'il est très important aujourd'hui qu'on déconnecte la question de la revendication culturelle de la revendication politique. Ce qui a fait beaucoup de mal aussi à la revendication culturelle, c'est lorsqu'elle est ancrée à une revendication politique. Donc c'est très important. Vous voyez, la langue est une question culturelle. La langue est une question culturelle et à ce titre, je pense qu'il faut vraiment la défendre et elle doit trouver toute sa place dans la société. C'est pour moi essentiel. C'est pas une question politique. C'est une question politique. Mais je ne crois pas qu'on puisse lui donner une connotation politique. Vous voyez, c'est un peu différent. Vous voyez, hein, je pense qu'il y a une différence. Mais bien sûr, c'est une question éminemment politique, celle-là. Sur les collectivités territoriales, il y a un transfert de compétences, donc il faut des moyens supplémentaires. Les dotations de l'État ont diminué, le transfert de fiscalité a été amorcé de façon très très timide par Manuel Valls, mais ça a été un début avec le transfert d'une partie de la TVA. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est pour un transfert plus important de la fiscalité en direction des territoires, des régions? Je vais vous répondre, bien sûr. Je vais vous répondre, c'est une évidence. D'ailleurs, vous savez qu'il y aura une grande réforme de la fiscalité. Alors, tout ne se fera pas en un jour, faut être clair. Mais il y aura une très grande réforme de la fiscalité avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a des gens qui vont payer plus, et il y en a d'autres qui payeront moins. Par exemple, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez suivi le chiffrage tout dernièrement de son programme par Jean-Luc Mélenchon, où il dit qu'il y aura 173 milliards
en fonctionnement supplémentaire et il y aura 100 milliards d'investissements. Et il explique un petit peu comment, à terme, on va, avec le système, vous savez, il a fait ce geste, on injecte 1 euro, on en récupère un 90, même si le Fonds monétaire international dit ça peut être, en mesure d'activité, ça peut être 2 ou 3. Donc comment on va récupérer ça ? On va récupérer ça en changeant, bien entendu, la question fiscale. Par exemple, lorsqu'on propose de dire il n'y aura pas au niveau des revenus, au niveau des salaires, il n'y aura pas tous les salaires seront entre 1 et 20, c'est déjà une grande mesure qui va permettre justement d'aller vers plus de justice fiscale. Quand il dit on va sortir des tranches imposables, une à 5 ça c'est pour les citoyens, mais je vous parle pour les territoires. Mais pour les territoires, justement, si demain on arrive à avoir un rééquilibrage des territoires. Mais c'est évident, écoutez, les dotations aux communes ont baissé de manière drastique maintenant depuis une bonne trentaine d'années, vous le voyez bien. Et elles ont baissé et avec les gouvernements de droite et encore avec les gouvernements de gauche. Mais c'est évident qu'il faut aider les éléments, il faut aider les régions, il faut aider les départements, il faut aider les communes. Mais avec un transfert, justement, vous m'amenez à dire une chose qui me semble essentielle. Vous m'amenez à dire, et c'est un peu la critique que je formulais tout à l'heure sur le statut particulier, c'est qu'il y a eu en effet transfert de compétences, mais il n'y a pas eu forcément les transferts de moyens afférents au transfert de compétences. Donc ça veut dire qu'en effet, il va falloir se poser fondamentalement cette question. Si vous me donnez le détail pour la Corse... Est-ce que vous êtes favorable à l'autonomie fiscale ? Est-ce que la Corse peut avoir une fiscalité propre pour pouvoir investir là où elle a envie d'investir, ou est-ce qu'on reste encore dans le fonctionnement habituel de transfert de dotation ? Qu'est-ce que vous entendez par autonomie fiscale ? Vous savez que... Qu'elle puisse percevoir elle-même une partie des impôts. Mais écoutez, la France, elle collecte sur la Corse, elle collecte, je crois, près de 2 milliards. Et elle en rétrocède avec les retraites, elle en rétrocède 3 milliards 600. Bon, qu'est-ce que vous entendez par autonomie fiscale ? Quand on se trouve dans une situation où, en fin de compte, on est plutôt en négatif par rapport à ça. Donc je crois qu'en effet, il faut parce que la Corse est une île. Et que dans le cas de cette île, en effet, il y a des particularités très importantes. La continuité territoriale, c'est quelque chose de très important qui d'ailleurs, je le dis au passage, a été perverti au fil du temps. Parce qu'en 1976, lorsqu'on vote la collectivité territoriale, lorsqu'on vote la continuité territoriale, on est sur l'idée que le kilomètre maritime doit coûter au même prix que le kilomètre ferroviaire. Ça a bien changé. Ça veut dire que oui, on a besoin de la solidarité nationale. Moi, je ne crois pas que la Corse puisse vivre de ses propres ressources. Eh bien, nous arrivons au moment de notre débat contradictoire, au Contrabunt, avec une femme, aujourd'hui, Anne-Marie Lugiani, enseignante jointe à la mairie d'Ajaccio et qui est aujourd'hui soutien de Benoît Hamon. Un débat à gauche, donc. Anne-Marie Lugiani, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté ce rôle de contradicteur. Alors, vous avez maintenant 10 minutes. Alors, je vous demanderai des interventions courtes et évidemment des réponses courtes. En tout cas, ravi de débattre avec vous, Jacques. Donc je vais revenir sur une question qui a déjà été posée et débattue lors de cette première partie, mais qui est une question qui me semble essentielle. Donc vous expliquez partout que le désaccord qui persiste entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon et qui empêche une candidature unique résulte d'axes programmatiques divergents, voire plus inconciliables. Je vous rappelle que dans les années 70, des partis aussi différents que le MRG, que le PS, que le PC avaient réussi un accord, le fameux, malgré leurs divergences, très importantes, même si le contexte était différent, donc avait été parvenu à signer un accord, donc le célèbre programme commun de gouvernement. Donc comment pouvez-vous convaincre les Français que la gauche du temps présent est incapable de sceller cette indispensable alliance, malgré ses différences, et surtout malgré le danger qui nous guette, le danger d'une droite radicale et surtout le danger d'une extrême droite qui n'est plus maintenant, dont l'accès au pouvoir n'est plus vraiment un scénario science-fiction, mais une vraie réalité. N'est-ce pas là l'essentiel de pouvoir construire une digue contre l'extrême droite ? Je pense que nos points convergents sont beaucoup plus nombreux que nos points divergents. Merci Anne-Marie de cette question, mais vous faites allusion au programme commun et le programme commun a été une étape importante dans la construction de la gauche au XXe siècle.
Mais malheureusement, je pense qu'il faut quand même regarder les choses en face. Ce que vous dites par rapport à la gauche, c'est pas comme ça que les citoyens aujourd'hui ressentent les choses. Je pense que les citoyens ils ressentent surtout, de la part du Parti socialiste, un abandon de certaines valeurs, justement des valeurs dont vous parlez, en particulier des valeurs de l'époque qui étaient des valeurs de justice sociale. Il y a eu un abandon. Depuis 1983, le plan de rigueur, je le rappelle quand même, depuis 1983, ça fait pratiquement 30 ans aujourd'hui que cette gauche dont vous parlez, pas la gauche dite entre guillemets radicale, mais l'autre gauche, la gauche qu'on va dire social-démocrate, celle qui a épousé les thèses du libéralisme, cette gauche-là, elle a abandonné justement ces valeurs dont vous parlez. Donc il faut la reconstruire. Et vous savez, je vais vous parler franchement. Moi en 81, j'étais jeune, bien sûr, comme vous, et quand j'ai vu arriver François Mitterrand, j'étais tout à fait content parce que c'était important, ça venait après 1968 et on avait besoin justement de cette ouverture sur le monde. J'ai voté François Mitterrand, j'ai voté ensuite Jospin, j'ai même voté pour Jacques Chirac, je le dis, parce qu'il fallait faire barrage au Front National. J'ai voté pour Ségolène Royal et j'ai voté volontiers pour François Hollande lorsque François Hollande a annoncé que enfin la gauche, elle allait revenir à ses vraies valeurs en s'attaquant comme elle devait s'attaquer à la finance. Parce que le vrai problème, il est là. Malheureusement, les 5 ans que nous venons de passer ont fait que le Front National est passé de 15 et quelques %, le score de Marine Le Pen aux élections présidentielles, aux 27 dont on parle aujourd'hui, si les sondages s'avèrent justes. Donc c'est justement la désespérance sociale qui fait que aujourd'hui le Front National progresse dans la société. Donc il faut revenir à une politique, à une politique sociale. Vous voyez, le social a été complètement évacué depuis très longtemps et c'est l'Europe qui pousse à ça. Non mais vous rendez coupable le PS de tous les maux. Il est vrai que le PS, lors de ce dernier quinquennat, n'a pas réussi ses objectifs. J'en conviens. Mais il ne vous a pas échappé que Benoît Hamon, parce que vous réduisez la candidature de Benoît Hamon au PS, il ne vous a pas échappé que Benoît Hamon a quitté le gouvernement. Ça ne vous a pas échappé. Il ne vous a pas échappé non plus, même si ce dernier fait toujours partie du PS, qui n'est pas vraiment, aujourd'hui, suivi par les membres du PS. Donc, est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, même Hamon, par rapport aux élections primaires, est-ce qu'il a été élu par le PS, d'après vous, ou par tous ces militants qui se retrouvaient justement dans ces valeurs de la gauche? Je pense qu'il faut dépasser ce clivage. Il me semble que là est l'erreur, de réduire Benoît Hamon au PS, alors que toutes les preuves sont données aujourd'hui que le PS ne soutient pas vraiment Benoît Hamon, même s'il fait encore partie de ce parti. On est bien d'accord. Oui, et n'oubliez pas que M. Mélenchon, quand même, a fait partie de ce parti, de ce même parti, qu'il a fait sa carrière politique grâce au PS. Oui. Je veux dire, de 1973 à 2008, se sont écoulés plus de 30 ans. Et alors pourquoi qu'il a même rejoint Benoît Hamon au congrès de Reims. Je termine juste sur et que même Benoît Hamon, lors du congrès de Reims en 2008, Jean-Luc Mélenchon a adhéré au NPS, le nouveau parti socialiste qui était présenté à l'époque par M. Emmanuel et Benoît Hamon. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, ce qui vous dérange, c'est qu'Hamon, c'est la gauche de la gauche, c'est la gauche du PS. N'oubliez pas que c'est une tendance minoritaire au sein du PS. Répondre, si vous me laissez répondre. Est-ce qu'on est si éloigné que ça? Et est-ce que le danger de l'extrême droite ne doit pas vous donner ce sens de la responsabilité? Alors, le sens de la responsabilité, je pense qu'Hamon devrait l'avoir. D'abord, permettez-moi de dire que le Parti socialiste a deux fers au feu. Il est d'un côté avec Macron. Il est surtout avec Macron. Et de l'autre côté, il est avec Hamon. Alors s'il est surtout avec Macron, vous voyez, Hamon ne fera même pas les 10%. Et vous savez, dernièrement, j'ai entendu l'ancien Premier ministre Valls qui disait qu'il avait de grandes chances de se retrouver en dessous. Et en effet, Hamon est actuellement siphonné, et qu'il y a, dans le cadre de cette politique sociale libérale, il y a beaucoup on les présente comme les pontes du Parti socialiste qui rejoignent, si vous permettez, laissez-moi terminer, qui répondent, il y a beaucoup de dirigeants du Parti socialiste qui rejoignent la candidature de Macron, qui est l'homme pour moi, je vous le dis, l'homme pour moi, le produit de François Hollande, parce qu'on est allé le chercher quand même. Hein. C'est un homme de droite, c'est un homme de droite, et je reconnais qu'il y a beaucoup de gens, qui au Parti socialiste qui étaient encore tout dernièrement, y compris dans des postes de responsabilité dans des ministères, qui le rejoignent. Donc de fer au feu pour le Parti socialiste. Mais concernant Hamon,
Écoutez, moi j'ai un peu de mal. Je ne vois pas comment il va faire son grand écart. D'ailleurs, on l'a vu hier soir, y compris sur le revenu universel, qui est devenu un gros RSA. Mais attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les jeunes de 18-25 ans sont concernés. Moi j'ai manifesté, je ne sais pas si vous avez manifesté, mais j'ai manifesté contre la loi El Khomri. Comment on va faire? Il demande l'abrogation. Il demande l'abrogation. Il demande l'abrogation, mais la candidate de Hamon, oui. la candidate de Hamon, oui. la candidate oui. de Hamon, oui. c'est El Khomri, comme oui. c'est Valls, comme c'est les 120 ou les 130 députés qui restent, qui ont cassé justement toute politique sociale et politique de gauche au sein de ce gouvernement. Comment on va faire une majorité? D'ailleurs, Hamon, hier soir, et si vous permettez juste ça, a dit une chose intéressante. En parlant de Macron, il a dit une chose intéressante. Mais comment on va faire? Comment on va faire pour demain faire une majorité quand on ne sait pas où on va? C'est ça la vraie question. Et je crois que ce n'est pas une question d'addition. Vous voyez, Anne-Marie, c'est pas une question d'addition de voix. Je pense qu'il faut la clarté en politique. Non, et c'est cette clarté qui manque aujourd'hui, et les électeurs ne peuvent pas suivre. Hamon est marqué du saut du libéralisme et du socialisme. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'on rate ce rendez-vous d'histoire. Je suis d'accord. Surtout quand on pense à l'extrême droite qui est là vraiment au seuil de la porte. Et ça vraiment, ça nous désole. Et vous avez vu le nombre de pétitions qui circulent sur le web, justement, par rapport à cela. Donc il y a de nombreux militants de gauche qui réclament de leur vœu le plus fort l'union de la gauche. Et je crois qu'il n'y a qu'à cette condition-là que la gauche pourra gagner. Pas l'union de la gauche. Mais pas avec Mélenchon. Vous savez très bien qu'Hamon est quand même un peu plus consensuel. C'est la gauche de la gauche. Mais écoutez, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Non, et je voulais revenir sur un point. Évidence. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que M. Mélenchon, pour qui j'ai beaucoup d'estime, je dois le dire, avait envoyé une lettre, un courrier. Mais c'était un vrai préalable, ce courrier. C'était des conditions inacceptables avant une rencontre. C'était un diktat. Qu'est-ce qu'il demandait, M. Mélenchon? Tout simplement, il sommait M. Hamon, avant de parler d'axe programmatique, de bannir les valsistes. De bannir tous ceux qui n'avaient pas été frondeurs. Oui. Mais vous vous rendez compte, le PS a quand même des statuts et les investitures sont déjà données. Mais oui, le grand écart est là, en fait. Voilà, le grand écart est là. Et ben, je trouve que vraiment, le grand écart est là. Et vous voyez, dans ce que vous dites, c'est très intéressant. Mais ça explique aussi pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'a pas participé à la primaire du Parti socialiste. Je pense qu'il a eu tort. Moi, je ne le crois pas. Parce qu'il aurait été battu et il aurait été, il l'a dit avant de, il l'a dit avant l'élection, il a 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 dit moi si je suis battu je ne voterai pas pour Valls. Vous voyez donc voilà, il a été honnête. C'est pas le cas d'ailleurs de tous les autres qui ont participé à la primaire, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Macron là dans la toute dernière période. Eh bien, madame, monsieur, le débat est fini au Contrapunto avec Anne-Marie Luciani. Merci Anne-Marie Luciani d'y avoir participé. Merci à vous. Mes deux confrères vont revenir, regagner leur place après ce jingle pour la troisième et dernière partie de l'émission, à savoir le débriefing. Et Roger, c'est à vous. Merci. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de l'autre engagement de Jacques Azamart, l'engagement associatif avec Père Apache et les missions humanitaires menées à travers le monde pour soulager les peines et les douleurs. C'est l'illustration qu'il y a des ponts à jeter avec les autres, que la solidarité est utile. C'est aussi peut-être l'illustration d'un vieux slogan qui rejoint cette fois votre engagement politique, d'une union qui fait la force. Alors je m'étonne aussi que vous ne défendiez pas plus ardemment le principe et la nécessité d'un rapprochement des deux gauches dans ce débat, et on vient de l'entendre maintenant, dès le premier tour, entre Hamon et Mélenchon, parce que ça reste quand même la condition majeure pour remporter cette élection. Et je crois que remporter une élection, c'est un but à atteindre aussi. Et ça reste aussi, me semble-t-il, le meilleur moyen de se dresser face à ce danger que tous les deux, avec Anne-Marie Luciani, vous avez mentionné, celui de l'extrême droite. Alors je me pose une question, est-ce que ce qui vaut pour l'engagement associatif, c'est-à-dire ces solidarités-là, pourquoi ne vaut-il pas également dans l'action politique? Alors vous répondrez après, Jérôme, et après vous répondrez. De façon assez courte, parce qu'il faut qu'on parle des législatives. Simplement, à entendre le débat que l'on vient de suivre entre Anne-Marie Luciani et Jacques Azamart, on se rend bien compte qu'il y a la gauche en énorme difficulté, quel que soit d'ailleurs le résultat des présidentielles, et en énorme difficulté également en Corse. Et de la Corse, finalement, dans cette émission, on en a parlé. On disait, Jacques Azamart nous disait l'autogestion, l'autonomie.
Mais cette Corse qui est aussi un petit peuple qui nécessite aussi la solidarité nationale, voire parfois même internationale, et Dieu sait que la Corse sait elle-même être solidaire, elle a peut-être besoin de clarification, et peut-être que les hommes et les femmes, en tous les cas, on voit un Jacques Casamart militant impliqué. C'est peut-être ce qui manque dans certains partis, ce qui manque aujourd'hui à la gauche, une gauche qui encore est à la recherche de valeurs, qui est à la recherche d'hommes et de femmes. Peut-être que Jacques Casamart représente une certaine nouvelle gauche corse. À vous de répondre. Je vous remercie tous les deux, parce que je pense que vous avez bien résumé d'abord l'engagement associatif. Vous avez raison, on n'en a pas parlé, mais pour moi c'est très important. Parce que, je serais tenté de dire que c'est mon engagement associatif, c'est pas trop mon engagement politique lorsque j'étais le responsable du Parti communiste il y a un peu plus de 20 ans qui m'a donné cette conscience. C'est mon engagement associatif, c'est quand j'ai touché du doigt les misères, quand j'ai vu ce qui se passait en particulier en Afrique, où il y a des gens encore aujourd'hui qui meurent de faim et de malnutrition, alors qu'il y a énormément de richesses et que ces richesses sont malheureusement accaparé par des grandes sociétés multinationales. On pourrait en parler longuement, je connais bien le sujet, notamment sur l'Afrique subsaharienne, avec les interventions des Bolloré et tout le reste, qui sont en train de piller cette Afrique-là qui souffre. Donc mon engagement associatif, en effet, vous avez tout à fait raison, est très fort dans ce domaine. Et vous savez, je vais vous dire, j'ai compris un jour quand j'étais au fin fond de la brousse au Burkina Faso, on avait fait un forage, et il y a un jeune qui était un jeune militant d'attaque à Ouagadougou qui me dit: écoute, mais ton discours, il est bien, mais nous, ça fait 20 ans qu'on subit les ajustements structurels. Ça fait 20 ans qu'on nous a sucé le sang. Ça fait 20 ans qu'il n'y a plus rien chez nous. Ça fait 20 ans que les grands monopoles, les tiens, les monopoles qui viennent de l'Occident ont tout pillé. Et aujourd'hui, il dit, il n'y a plus grand-chose à prendre chez nous. C'est en Europe qu'ils sont en train de faire la même chose. Et c'est pour ça que je dis que la question fondamentale, et qui rejoint la deuxième question que vous avez soulevée, la question fondamentale, c'est bien la question de la rupture. Vous voyez, c'est bien la question de la rupture, c'est bien la question de bifurquer. Les gens, ils n'ont pas besoin de moins de droits, ils n'ont pas besoin de moins de droits sociaux, et ils n'ont pas besoin de moins de droits dans la culture, ils ont besoin de plus de droits dans la santé. C'est ce qu'on propose justement. Quand on proposait tout à l'heure les 173 milliards et les 100 milliards supplémentaires, mais vous pensez qu'on va les mettre où? J'ai vu que Hamon a proposé hier soir pour l'énergie que l'Europe mette 1000 milliards. Mais quand on propose ces mesures-là, c'est tout simplement pour redonner du sens, parce qu'il y a 66 000 personnes qui sont dans cette île, dans une situation de détresse extrêmement importante. C'est ça que vous voulez nous dire? Pardon? Bientôt, vous serez amené à faire des forages en Corse, quoi, à l'image de ce que vous avez fait dans le Burkina Faso. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a beaucoup reculé. Vous voyez, ailleurs aussi, on a reculé. Mais cette démarche... Et pourtant, la France et l'Europe est un pays et un continent extrêmement riche. C'est la répartition des richesses qui pose problème. Et c'est cette répartition des richesses que moi je veux toucher. Cette démarche-là que vous voyez au plan international, au plan national, vous la présentez aussi en Corse. Vous avez essayé au territorial de 2015. J'imagine que vous recommencerez en fin d'année pour les territoriales. Mais là, plus près de nous, il y a les législatives dans quelques mois. Pourquoi est-ce que vous présentez des candidatures sous votre propre bannière? Vous auriez pu le faire avec le Parti communiste. Vous avez tout à fait raison, mais écoutez... Non, mais vous dites toujours, vous avez tout à fait raison, mais vous ne le faites pas. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Expliquez-nous pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi on ne le fait pas. On les a rencontrés pour les municipales, on leur avait proposé de faire une liste du Front de gauche et de se rassembler au second tour avec Simon Renucci, le cas échéant. Ça n'a pas été possible. On n'a pas pu discuter aux élections départementales. Il s'avère qu'on s'est retrouvés dans des cantons différents. On leur a proposé des candidatures communes. On les a rencontrés au mois de décembre. Ils nous ont annoncé qu'ils ne seraient pas dans la campagne de la France Insoumise, ils ne feraient pas campagne avec nous pour les élections présidentielles, et ils nous ont dit qu'ils seraient présents aux élections législatives et qu'ils auraient souhaité qu'on ne soit pas trop présents. Voilà. C'est pas des nous, on a dit qu'on n'était pas hégémonique. C'est pas des communistes qui voteront Front National, quand même. Ah non, absolument pas. Le Parti communiste ne votera jamais Front National, et jamais je laisserai dire ça, parce que moi-même, je me sens... Mais oui, mais surtout pas. Je ne crois pas que ça soit la question dans la société aujourd'hui. Moi, je regrette justement qu'il n'y ait pas eu ces rapprochements possibles. Ça ne veut pas dire que parce que les rapprochements n'ont pas eu lieu aujourd'hui, ils ne vont pas avoir lieu demain. Justement, sur la démarche elle-même, laissons de côté les élections. Sur votre démarche, comment vous allez vous situer dans cette gauche où se côtoient quand même des modernistes, des gens qui veulent avancer, et puis beaucoup d'archaïques en Corse demain? Écoutez, c'est quoi les modernes et les archaïques?
Alors moi, je vais vous donner ma Vous définition pensez des que le modernes et des Parti archaïques. radical fait partie des modernistes? Ah non, 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 il fait partie des archaïques. Mais moi, vous savez, le Parti radical, une certaine partie de la gauche aujourd'hui, qui se dit à gauche, du Parti socialiste dont on a parlé, les gens qui rejoignent Macron, tout ça, je sais que c'est pas avec cela que pour l'instant, demain, la Corse pourra construire. Avec qui? Je pense que, on va construire avec tous ces gens qui aujourd'hui se trouvent dans une situation extrêmement difficile. Et vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats aux prochaines élections. Alors pas seulement celle-ci, il y aura d'autres élections aussi. On est en train de construire une gauche différente parce que on va droit dans le mur. Je disais tout à l'heure, en 81, le Front National n'a pas pu être candidat. Et aux élections législatives qui ont suivi, il a fait même pas 1% des voix. La question, elle est que si on ne redonne pas confiance, si on ne recrée pas un espoir, et moi je suis pour l'ouverture à d'autres, y compris avec des gens qui sont corsistes. D'ailleurs, je vous signale au passage que chez nous, il y en a beaucoup actuellement dans la Corse insoumise, des gens qui ont la Corse au cœur et qui étaient nationalistes ou qui sont encore nationalistes, mais qui ont toute leur place. Ça irait et je pense qu'il faut créer une ces alliance avec passerelles. les nationalistes dans le cadre d'une élection territoriale au 3e tour, si vous avez des élus? Mais écoutez, pourquoi pas? La question, c'est pas de savoir si on va faire ou pas alliance. La question est de savoir sur quel programme on va faire alliance. Vous voyez, vous avez compris, je pense, à travers ça, que pour nous, la question de la rupture avec le social-libéralisme ou avec le libéralisme, elle est essentielle. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on travaille. On va sortir prochainement un document sur la Corse avec des propositions parce qu'on y travaille et vous serez quand même assez surpris. Il y a des thèmes dont on n'a pas parlé qui auraient pu être importants. Oui, c'est... On a 52 minutes. Oui, c'est sûr. Mais vous voyez ce qui s'est passé encore il y a 2 jours à Bastia avec la rafle de ces 19 jeunes. Eh bien, moi je suis révolté de voir qu'on puisse se comporter de la sorte, qu'un État comme la France puisse se comporter de la sorte. Et il faut en sortir de ce cycle violence-répression qui nous gangrène, qui nous met en tenaille depuis une 40aine d'années. Quand je vois tous ces jeunes qui manifestent, non pas pour leur propre émancipation, non pas pour leur propre vie, pour pouvoir avoir un travail demain bien rémunéré, pour vivre dignement. Quand je vois qu'ils sont des insoumis pour vous libérer, aussi. c'est des insoumis. Mais tout à fait, ils sont insoumis, ces jeunes-là. Et vous voyez, je pense que je pense répondre là à la question. Il y a des perspectives et il y a des passerelles à construire parce qu'on a au moins tous intérêt aujourd'hui à essayer d'avoir des politiques pour nous-mêmes et non pas pour la caste, pour les privilégiés, parce qu'il y a beaucoup de privilégiés dans la société. Ce sera le discours que vous porterez au territorial? Tout à fait. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison d'être absent. Eh bien, Jacques Casamart, ce sera là votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à ce contraste. Alors, je rappelle le programme de votre candidat, L'Avenir en commun. C'est aux éditions du Seuil. Voilà, Roger Giraud, Marine Graziabe, Anka Boy, Contraste Hawaïcom. Puis rendez-vous la semaine prochaine avec une configuration spéciale présidentielle, puisque nous recevrons à cette occasion 2 représentants des candidats à cette élection sur 26 minutes. Un représentant du Front National et un représentant du Parti Socialiste. Voilà, tout est dit. Buona settimana, buonasera a tutti.